Alors, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je remercie aussi l'UGFP, mais plus précisément Jean-Marc Capello. C'est un ami. Il m'a beaucoup aidé lorsque j'ai passé des moments difficiles qui n'a pas de lien avec la lutte que j'incarne depuis une vingtaine d'années. Donc Jean-Marc, c'est un ami pour moi, et qui est vos amis aussi. Vous avez milité au sein de l'UGFP avec lui, et je le remercie beaucoup. Donc je remercie Marie qui aussi vous représente, en tout cas au sein de la marche de solidarité. C'est une militante très active et elle est tout le temps à côté de nous à chaque fois qu'on a besoin de lui. Bon, moi je veux faire un témoignage sur la lutte que j'ai menée depuis une vingtaine d'années en France. Quand je suis arrivé dans les années 93, ça fait 26 ans que je suis en France, mais je suis resté 14 ans et demi sans papier. Donc c'est au début des années 97, avec les attentats de Saint-Michel, pour ceux qui se souviennent de cette période-là, que les choses ont commencé vraiment à tourner mal pour les migrants. Il y a des contrôles aux faciès partout. Et je me suis retrouvé plusieurs fois en rétention, voire même refusé l'avion en 97 et passé à la prison de la santé pendant 2 mois pour défaut de papier. Le seul problème que j'ai fait, c'est de ne pas avoir de papier en règle au moment des contrôles. Donc je voulais, en tout cas, la question du racisme, nous, ça peut venir aussi parmi nous, hein, parce que nous, en 2002, exactement, quand on a créé le collectif des sans-papiers du 19e, la première réunion que nous avons faite, on était un peu plus de 50 personnes, mais de 8 nationalités différentes. Personne ne connaît personne. Donc faire un bureau du collectif des sans-papiers du 19e qui doit nous représenter au niveau national, parce qu'à cette période-là, il y avait la coordination nationale des sans-papiers. Qu'est-ce que nous, on a fait en 2002? D'abord, on a vu les 8 nationalités. Il y a les Ivoiriens qui sont un peu plus nombreux que tout le monde, parce qu'ils étaient dans un squat, où c'est là où on se réunissait. Viennent ensuite les Sénégalais, et en troisième position, les Maliens. Donc les autres nationalités, les 5 nationalités sont 2, 1 ou 3, pas plus. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, bon, on va mettre des présidents, des secrétaires, des trésoriers en place. Mais à chaque poste, on va tripler pour qu'il y ait un Sénégalais, un Malien, un Ivoirien dans tous les postes, et toutes les autres nationalités sont considérées comme des délégués. Pour que chacun puisse être concerné par les discussions, les prises de décision que nous allons faire. En pensant régler le problème, mais non, le problème n'est pas réglé. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un petit problème, les gens ils se soutiennent mutuellement. Les Ivoiriens soutiennent les Ivoiriens, les Maliens soutiennent les Maliens, les Sénégalais, ainsi de suite. Donc on ne cherche pas la vérité pour aller dans le sens de ce qui est réellement. Et ça nous a poussé à faire des règlements intérieurs. Et parmi ces règlements intérieurs, qu'est-ce qu'on a dit? Bon, pour les bagarres, par exemple, on a dit, bon, tous ceux qui vont se disputer, d'accord, c'est acceptable. Le changement d'idées, ainsi de suite, c'est acceptable. Mais arriver à se porter la main l'un sur l'autre sera exclu complètement du mouvement. On ne va pas chercher à savoir qui a raison ou tort. Vous êtes dans un pays de droit, vous pouvez saisir la justice et régler vos problèmes ailleurs. Mais pas à l'intérieur de l'action que nous menons. Donc, on a continué et le problème n'est toujours pas réglé. Arrivé à un moment donné, avec la coordination nationale, on a occupé JAPI, et c'est là où les choses se sont un petit peu décantées. Quand la coordination nationale avait demandé aux 167 occupants de faire une liste et de le déposer à la préfecture de police. Donc, le 19e, on était 3 personnes à dormir à JAPI pendant 3 journées. Donc, la coordination nous a dit de présenter une liste de 25 personnes. Donc, le problème revient encore. Qu'est-ce qu'on a fait? Bon, comme c'est moi qui dormais tous les jours à l'occupation, le Sénégalais et l'Ivoirien, ils viennent dans la journée et le soir, ils s'en vont.
Donc j'ai proposé à ce que, moi je suis malien, je présente 9 noms, vous qui venez dans la journée, vous présentez 8, donc ça fait 25. C'est comme ça qu'on a fait la liste de 25. Et quand les premiers dossiers sont partis à la préfecture de revenir, donc c'est là où les gens commencent à se décanter. On voit qui est honnête, qui n'est pas honnête. Parce que dans les manifestations, à la fin, on faisait la liste de présence. Et sur la base de cette liste de présence, à la fin des manifestations, on faisait des dossiers de dépôt à la préfecture. Donc nous avons continué à travailler ainsi jusqu'à ce qu'on arrive à faire les premières actions. Donc pour ça, je peux dire que le racisme, ça peut venir de l'intérieur. Maintenant, de l'extérieur, quand on a occupé la bourse de travail, en 2008, pour ceux qui se souviennent, il y a eu toutes les télés qui sont venues en 6 jours. Au départ, on était 159 à occuper, et à la 6e jour, on était plus de 600 personnes, de 17 nationalités. Toutes les télés sont venues. Et iTélé, par exemple, à l'époque, c'était comme BFM aujourd'hui, ils sont venus demander qui est responsable. On m'a montré, j'ai expliqué, oui, c'est moi le responsable du mouvement des sans-papiers de la coordination. On a initié cette action-là, c'est pour se réfugier. C'est pour se réfugier à la bourse, parce qu'on pense que la bourse de travail, c'est la maison des travailleurs, de tous les travailleurs. Les syndicats sont responsables de la garder, mais ça ne les appartient pas à eux seulement, ça appartient à tout le monde. Donc nous sommes venus se réfugier, parce que c'était au moment où Sarkozy parlait de ce quota que le gouvernement est en train de dire aujourd'hui, là, de l'immigration choisie. Donc on n'a pas pu s'entendre. Et iTélé a pris les images au moment de prendre le nom de l'interlocuteur et de mouvement, parce que c'est un mouvement informel, hein, une coordination de collectifs de sans-papiers. Personne n'est responsable de personne. Il n'y a aucun statut juridique. Donc du coup, iTélé a refusé de sortir les images parce que c'est pas dit que c'est la CGT, parce que c'est pas dit que c'est la CIMAD, parce que c'est pas dit que c'est un tel parti qui est à la tête, à la manœuvre. Ils sont partis. Donc il y a d'autres télés qui sont passées, qui ont filmé les images, qui sont sorties 2 à 3 minutes en flash. Mais ça, c'est quand même quelque chose qui nous a touchés. Et 2 ou 3 jours après les manifestations hebdomadaires que nous faisons, soit en direction du ministère de l'Intérieur, ou soit en direction de la préfecture de police de Paris, le journal parisien est venu. Ils ont fait une page sur nous. Ce jour-là, on était plus de 600 personnes en manifestation. Et imaginez, la page, c'est sur nous, les photos c'est sur nous, les discours c'est sur nous, mais c'est la CGT qui organise. Donc, on était obligé encore à nouveau d'aller manifester pour demander que le journal répare l'erreur qu'ils ont commise. Ce n'est pas une erreur, ils ont fait exprès. Mais cette erreur-là, la correction, ça nous a donné exactement que 2 lignes dans le Parisien de la semaine d'après. Donc c'est pour vous dire que quand on est noir et quand on est à la tête d'un mouvement qui arrive à mobiliser des centaines, voire des milliers de personnes, ça pose problème. Ça pose un problème. Donc moi, je l'ai connu dans cette lutte-là pendant 20 ans que je suis à la tête. Il y a des moments où on arrivait à mobiliser 12 000 personnes. À cette période-là, c'est le ministre qui nous appelle. Quand est-ce que vous voulez être reçu? Des fois, à la préfecture, on est reçu 3 fois par semaine. Tellement la mobilisation était là, tellement ils veulent étouffer le mouvement, tellement ils veulent casser, et ils n'arrivent pas à trouver de solution. Donc, voilà. Donc, nous, on a travaillé dans ces conditions-là pour s'organiser, de faire en sorte qu'il n'y a pas de statut. On a refusé de se transformer le mouvement en association, parce qu'une fois que c'est transformé en association, c'est fini, le gouvernement peut dissoudre d'une manière ou d'une autre, et ça posera des problèmes. Alors que, de fait par la loi, on n'existait pas. Du moment où on n'existait pas, on reste en collectif et nous militons pour revendiquer nos droits. Alors, la question du racisme, moi je pense que c'est une question de classe aussi. Peut-être je me trompe, hein.
Mais ma remarque est que entre 9 à 15 ans, la jeunesse à cet âge-là, on se tape dessus. Hein. Tout le monde a fait ça. Mais les agressions, on a toujours vu, soit c'est des juifs qui sont agressés, c'est des musulmans qui sont agressés. Comme il l'a dit, c'est les classes populaires qui sont agressées. Moi, je n'ai jamais entendu que le fils de Ali Bongo a été agressé, ou le fils de Ouattara a été agressé à un moment donné, ou Aneuli, le fils de Sarkozy, par exemple. Donc, ça a toujours été les classes dominantes qui sont agressées. Pour moi, c'est quelque chose qui est fabriqué par le pouvoir en place, c'est quelque chose qui est fabriqué par la politique capitaliste qui fait que ces gens-là s'en sortent toujours, ils sont à l'abri de tout problème. Donc en tout cas, c'est le constat que nous on fait. Et regarde les quartiers populaires. Les quartiers populaires, à chaque fois qu'il y a des problèmes, on voit tout de suite que soit c'est des Arabes ou soit c'est des Noirs. Donc l'État a fait que on monte les uns contre les autres. Et ensuite, on dit que c'est comment dirais-je, c'est les gens du même communauté qui viennent se mettre ensemble, le communautarisme. Non, c'est un système fabriqué par l'État et ensuite il l'utilise ensuite contre nous pour dire qu'on est communautariste. Si on stigmatise trop les gens, à un moment donné, c'est normal qu'ils se donnent la main, qu'ils s'organisent, et c'est ça qui fait aujourd'hui que la classe populaire est stigmatisée et qui s'organise comme il peut, que ce soit les juifs, les musulmans ou les noirs, ils s'organisent comme ils peuvent pour répondre à ce qui est en face d'eux. Alors, nous, dans la circulaire Valls en 2012, j'ai aussi été confronté à quelque chose que je n'arrive pas du tout à comprendre jusqu'ici. Hein. Je vous explique. Et c'est quelqu'un, un journaliste de Mediapart, qui m'appelle, qui me dit Sissoko, il y a Valls qui passe à Mediapart aujourd'hui, c'est un débat public, voilà, l'entrée c'est autorisé à tout le monde. Donc moi j'étais content. Je viens à l'heure où on a commencé ça, j'arrive et ce son, il me dit Sissoko. Il dit mais non, tu t'es invité par qui? J'ai dit non, on m'a dit que c'est un débat public et dans la salle, il y a des gens qui peuvent rentrer et écouter. Donc moi je suis venu pour écouter. Si vous voulez, vous pouvez venir me fouiller. Vous avez d'ailleurs une caméra, j'ai pas de sac, j'ai laissé mon sac au travail, je suis venu comme ça. Donc, mais je veux rentrer et assister à ce débat-là. On m'a dit non. Et si certains se souviennent, c'est le même jour où il y a des militants qui sont venus à ce débat-là. Ils ont réussi à rentrer parce qu'ils sont blancs. Ils ont, en plein débat, ils ont déroulé une banderole. Ce jour-là, dans ce salle de Mediapart, où la sécurité de Valls les a arrêtés et les mettre dehors après. Mais ils ont quand même réussi à rentrer. Mais moi, j'ai tout fait et j'étais seul. Bon, une seule personne, surtout de ma taille, ne peut pas être une menace. En tout cas, pour un ministre qui, à chaque déplacement, on a vu des fourgons de policiers un peu partout, dans le quartier de Jaurès. Depuis Jaurès, tu vois des policiers jusqu'au niveau de Mediapart. Donc, voilà quoi, ce sont des faits qui sont là, qui nous montrent que, voilà quoi, on n'est pas aux mêmes classes que certaines personnes. C'est plus facile pour certains d'accéder à certaines choses que des gens de couleur comme nous, et les Arabes ou les Juifs. Quoi. Alors, ensuite, il y a eu, un moment donné, ils ont parlé de loi d'asile et immigration. Donc, les journalistes de BFM TV, ils ont envie ces jours-là de faire appel à quelqu'un qui peut faire un témoignage sur la question migratoire. Parce qu'en France, comme d'habitude hein, sur beaucoup de sujets, mais surtout des sujets liés à la migration, on préfère passer par des syndicats, des associations agréées, comme ils disent, hein,
qui sont dans les centres de rétention pour avoir des témoignages alors que les concernés sont là, qui a un vécu, qui a fait plusieurs fois la prison pour défaut de papier, qui a fait la rétention, qui est rentré dans l'avion jusqu'à un quart d'heure où l'avion doit décoller, j'ai refusé l'avion et descendre. Non, on préfère passer par des associations pour des témoignages. Donc un jour, par hasard, ils m'ont invité sur le plateau. Donc j'étais content, j'ai dit, aujourd'hui, je vais les rentrer dedans. C'était sans compter le fait qu'ils ont fait une enquête sur moi, je ne sais pas, ils ont vu des images de Paris-Nice. En 2010, on a fait plein de choses dans la lutte des sans-papiers. On traverse les frontières avec des sans-papiers, avec le passeport. Et on va traverser 11 frontières en Europe avec des sans-papiers dans une caravane. Ils ont vu tout ça, ils se sont dit, ben, c'est pas la bonne personne. Donc, à une demi-heure de l'émission, il m'appelle, il me fait remplacer par quelqu'un de la CIMAD. Donc, ce sont des choses, alors que la CIMAD nous demande, parce que c'est mon vécu, c'est moi qui est sans papier, qui a vécu ça pendant 13 ans, 14 ans et demi sans papier. Donc, la CIMAD peut écouter ce qu'on leur dit, mais il ne peut pas avoir vécu ce que moi j'ai vécu dans ma chair. Vous voyez? Donc, c'est la pratique, comme il a dit, du fait que, bon, ce sont les classes populaires, il ne faut pas leur donner la possibilité d'accéder à certains niveaux. Donc, moi j'ai eu beaucoup de problèmes avec les journalistes français comme ça, quand ils voient qu'on arrive à mobiliser des centaines de milliers de personnes, zéro information dans la presse le lendemain, et des fois des associations qui font des actions à 15 personnes, et nous 6 000 personnes, 10 000 personnes, rien. Voilà, donc moi je n'ai pas d'explication à ça si ce n'est pas du racisme. Si ce n'est pas du racisme. Et n'en parlons pas par rapport à l'État. Et on a vu pas mal de lois qui sont passées, des lois qui, contrairement à Vatican, à Hollande même, qui dit qu'il y a quelques années, que quand vous écrivez à l'administration, au bout de 2 mois, si l'administration ne vous répond pas, si vous êtes français, ça veut dire oui. Si vous êtes noir, étranger, ça veut dire non. Pour nous, c'est clair. On est en face d'un État raciste qui, à travers sa façon de faire la loi, sa façon de faire la politique, faut que ça incite souvent d'autres citoyens à aller dans le sens de ce qu'ils veulent. Donc voilà un peu sur ce que je pouvais apporter aujourd'hui. En tout cas, je suis très très content de passer ici à côté de l'UGFP. C'est un des soutiens du mouvement des sans-papiers depuis belle lurette. Et à tout moment, si vous avez besoin de nous, on répondra, même si je n'ai pas le temps, il y aura d'autres personnes qui viendront vous accompagner dans tout ce que vous allez faire dans cette année de l'UGFP. Merci.